retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant au focus, une heure de débrief de l'actualité locale. Et ce soir, nous parlerons dans un premier temps d'une conférence débat organisée autour des questions sur l'esclavage. Donc c'est très important. Prenez vos calepins, prenez note. À cet effet, je recevrai Laurence Nyama-Kiaba, qui est présidente de l'association Héritage en nous. Elle est en compagnie de Jacqueline Jacqueret, présidente du CIPN, Comité international des peuples noirs. Bonsoir mesdames. Et de l'autre côté du plateau, deuxième partie, nous parlerons effectivement de la situation relativement tendue, toujours au CHU de Pointe-à-Pitre. Et nous recevons deux membres du collectif de défense de ce centre hospitalier, à savoir Judith Dulac et Véronique Courtois. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va se pencher dans un premier temps effectivement sur cette conférence débat qui sera organisée demain sur esclavage enchaîné par nos mots. Oui. Pourquoi ? En fait, ça fait quelque temps que Mme Jacqueret nous avait sensibilisé à l'utilisation du mot esclave, c'est-à-dire qu'on dit souvent les esclaves. Dans le cadre du Festival Héritage, on essaie toujours de faire en sorte qu'on sorte d'une vision anonyme des esclaves. Parce que ce sont des personnes déjà, qu'elles ne sont pas toutes pareilles, qu'elles n'ont pas toutes eu les mêmes stratégies, et que cette anonymisation par nos mots nous conduit quelque part à avoir à ne pas comprendre exactement de quoi il est question. Il est question de gens qui sont nos grands-oncles, nos grandes-tantes, nos grands-parents. Déjà de un. Donc ça veut dire que c'est notre famille. Donc il faut qu'on se rappelle que c'était des personnes dont nous sommes issus. C'est pas juste des nébuleuses comme ça qui sont les esclaves. Ça, c'est une première chose. La deuxième, ça nous permet aussi de nous rappeler que ces Africains déportés qui sont arrivés ici n'ont pas voulu être esclaves de un, et ils ont pu résister par différentes stratégies. Moi, il y a une chose qui me choque toujours, c'est quand on s'insulte en se disant « toi, tu es nègre de maison », toi, tu es... alors que les nègres de maison résistaient aussi, alors qu'il y en a qui ont eu peur, ils ont mis des stratégies en place, mais parce que ce sont des personnes. Ce ne sont pas juste des catégories comme ça, anonymes, des personnages qui ont joué, ce sont des personnes qui ont eu à avoir des destins. Et il nous appartient à nous, descendants de ces personnes qui sont passées avant nous, à les respecter et à comprendre leur cheminement, à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre l'époque. Voilà. Donc pour vous, le fait déjà qu'on appelle nos ancêtres esclaves, ça marque déjà une rupture avec un peu la filiation ? Oui, ça marque une rupture avec la filiation, d'autant que esclave, ce n'est pas une identité, c'est un État. Voilà, c'est un État. Ce sont des personnes, ce sont des Africains qu'on a déportés et qu'on a réduits en esclavage. Mais ils ne sont pas nés, c'est sûr. Voilà, ce sont des personnes qu'on a réduits en esclavage. Donc il faut bien se rendre compte que quand on dit les esclaves, on leur colle une identité comme si c'était ce qui les déporte, ce qui les dépeignait uniquement et totalement. Ce sont des personnes qu'on a réduits en esclavage et qui, de ce fait, ont agi comme elles ont pu agir à l'époque. C'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, le CIPN travaille justement à changer ce paradigme en modifiant carrément l'appellation de nos ancêtres. Vous avez opté pour AFRES, donc ne plus les appeler esclaves, mais AFRES, Africains réduits en esclavage. Est-ce que ça prend? Est-ce que les gens comprennent cette démarche? Oui, alors pourquoi il faut déjà se poser la question du pourquoi. Parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes exactement dans cette violence qui était faite à nos ancêtres. C'est important cette notion d'ancêtre, puisque pendant longtemps on nous a dit que nos ancêtres étaient les Gaulois. Nous sommes dans une violence, dans la continuité d'une violence qui leur a été faite depuis des siècles. Et donc nous sommes dans l'univers esclavagiste avec eux. Nous avons une distance par rapport à eux, par rapport à l'Afrique, bien entendu. Et cette rupture généalogique dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que lorsqu'on dit que la personne est esclave, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'histoire, qu'elle n'avait pas de culture, qu'elle n'avait pas de spiritualité. Alors que lorsqu'on dit qu'elle a été réduite en esclavage, ancêtre africain réduit en esclavage, ça montre la main de celui qui a réduit en esclavage, ça montre que cette personne avait un passé. Et donc, c'est très important pour nous que nous comprenions qu'il faut absolument, parce que très souvent, les gens vous disent « Ah, il faut nous arrêter les affaires esclavage, ça tout le temps, il faut nous arrêter. » Mais pour arrêter, il faut comprendre déjà que les ancêtres c'était des victimes. Il faut reconnaître eux en tant que victime. Il faut comprendre que c'est déshumanisé, et que vous pas à continuer à dans des démarches là. Donc, il faut arrêter les ancêtres esclaves. Parce que tant que tu appelles ton ancêtre esclave, tu ne te reconnais pas en lui. Tu n'es pas fier. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté, justement, de rupture?
avec nos ancêtres. C'est ça, mais il y a eu cette injonction de l'oubli et ce déni, parce qu'aucun descendant d'esclavagistes n'appelle son ancêtre esclavagiste. S'il y a des esclaves, il y a des esclavagistes. S'il n'y a pas d'esclavagistes, pas d'esclaves. Ni des gens qui ont réduit en esclavage. Et il faut qu'on le comprenne que c'est important que nous sortions de cette affaire-là. En termes de réparation, d'auto-réparation, c'est important. Et puis aussi, il nous faut réhumaniser nos ancêtres. Ce n'est pas possible que nous soyons dans la même démarche que leurs bourreaux. Et donc c'est pour ça que nous faisons nous avons initié depuis tantôt cette démarche d'information pour les personnes, de façon à ce qu'elles comprennent que c'est une urgence. C'est une urgence parce qu'on est très souvent dans les colloques et les trucs, lorsqu'on parle des syndromes, des séquelles de l'esclavage, on dit que nous sommes ceci, nous sommes cela, mais c'est vrai que continuer à appeler nos ancêtres esclaves nous rend encore plus fous, je crois. En tout cas, pas peut-être plus fous, mais en tout cas, nous déstabilise. Parce que si tu dis que ton ancêtre est esclave, comme je disais, il y a cette distance qui est mise, et lorsque tu n'as pas d'ancêtre, c'est difficile pour toi de fonctionner. Parce que c'est là que tu te souches, que tu prends racine à travers tes ancêtres, à travers leur histoire, à travers leur spiritualité. Et si tu ne reconnais pas ça, eh bien, c'est vrai que tu es en difficulté. Et nous, on a besoin de sortir de cette affaire-là. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut... Alors, il y a des personnes, et c'est important de l'entendre, et nous l'entendons au niveau du CIPN. Ce qui est important pour nous, c'est pas de dire à Fraisse, si tu veux pas dire à Fraisse, mais même si nous trouvons légitime de renommer nos ancêtres, si vous voulez crier Timouna ou non, et vous voulez crier tonton, vous voulez crier grand-maman ou non, pas ni pour monde qui peut dire non, pas crier comme ça. Mais en fait, ce qui est important pour nous, c'est surtout que nous soyons conscients qu'il faut arrêter avec cette affaire-là. Mais vraiment arrêter. On a vu comment des descendants d'esclavagistes ont porté plainte et ont eu gain de cause au tribunal parce qu'on les appelait descendants d'esclavagistes, parce qu'on disait qu'ils avaient fait leur fortune. Donc c'est important que nous comprenions, nous, qu'il est temps qu'en tant qu'afro-descendants, en tant qu'Africains, que nous fassions cette démarche-là. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Tout à fait. Je crois que c'est une réalité que de plus en plus, qu'il est important d'affirmer que cette notion d'esclave, c'est une notion qui ne devrait plus exister. Est-ce que c'est pas mépriser nos ancêtres que de les appeler comme ça? Très certainement, c'est une situation très très grave parce que traiter quelqu'un d'esclave, c'est vraiment essayer d'humilier cette personne comme si c'est un statut que cette personne avait, alors que ce sont des gens qu'on a réduits dans une situation même pas de personnes, même pas d'humains, d'animaux qui étaient là juste pour satisfaire les besoins du maître et qui n'avaient pas droit à la parole. C'était des humains, mais pas humanisés du tout, complètement écrasés, complètement étouffés dans leur identité, dans tout ce qu'ils pouvaient avoir qui pourrait faire partie de quelqu'un d'humain, quoi. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal qu'à l'heure où nous sommes là actuellement, que ce problème soit traité sérieusement et que des gens prennent conscience qu'il faut réparer certaines idées qui étaient véhiculées avant. Et je vous dis que des fois, il y a des endroits où même des enfants très petits qui ne sont pas noirs traitaient d'autres petits comme eux d'esclaves. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui se transmettaient et que c'est pour ça que nous avons des difficultés maintenant. Ça, c'est transmis, puisque même pour nous, c'était légitime de les appeler esclaves, puisque c'était l'appellation. J'avoue que si le CIPN n'avait pas soulevé la question de est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre mot, est-ce qu'il ne faut pas justement leur enlever cet acabit d'esclave? Absolument. Et je crois que pas nombreux à y avoir pensé. Même la notion de nègre marron aussi, je crois que c'est important de dire ce que c'était qu'un nègre marron, parce que je me rappelle que mon fils, quand il était en CE1, il avait une leçon sur l'esclavage, et quand je suis venue pour qu'il récite cette leçon, et il me récitait ce qu'on lui avait donné la maîtresse, que nègre marron, c'est un fainéant, un paresseux, qui s'enfuyait de la maison de son maître pour ne pas travailler. Alors moi, j'ai dû rectifier, cet enfant-là a eu des difficultés, puisque pour la maîtresse, il fallait que l'enfant répète. Donc, vous voyez, il y a tout un lavage de cerveau, tout un tas d'idées qu'on a fait rentrer très tôt dans l'esprit de nos jeunes. Heureusement que maintenant, il y a un sursaut et que les jeunes se revendiquent un petit peu plus dans leur identité.
et essaient de reprendre leur place. Mais ne serait-ce que, juste un mot, ne serait-ce que cette démarche qui a été faite et qui est honorable, hein, il ne faut pas, nous ne sommes pas là pour dire ce qui a été fait avant n'est pas bon, mais lorsque avec le recul, on entend la route de l'esclave, on dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire la route de l'esclave? Pour vous, c'est plus possible d'accepter ce genre de Mais c'est pas possible. On peut, et en plus, nous avons la décennie des personnes d'ascendance africaine 2015-2024. Il me semble que c'est important d'interroger, de réinterroger. Et il me semble qu'au niveau de l'école publique, il y a un travail à faire. Énorme. Il y a un travail à faire pour que les enseignants acceptent l'idée d'arrêter. Et c'est pas politique, parce que je crois qu'il faut qu'on le dise très souvent ici, à partir du moment qu'on interroge notre histoire, très vite les gens sont dans la craintitude. C'est pour éviter peut-être qu'on l'interroge. Hein. Voilà, dans la craintitude, comme on dit. Mais ce n'est pas dire à un enfant que son ancêtre a été réduit en esclavage et n'est pas un esclave, ce n'est pas de la politique. C'est au contraire permettre à cet enfant-là de rester debout, vous-même d'être debout et de façader avec votre histoire et de façader avec cette Afrique qui est à l'origine le berceau du monde et qui a créé les mathématiques, la science, en fait, tous ces trucs-là. Lorsque tu connais ça, tu es un petit peu debout, un petit peu plus, voilà. Moi, c'est sûr qu'on ne grandit pas de la même façon. Ah ben oui, ça c'est clair. On peut être fier d'être descendant d'esclaves, si on doit les appeler comme ça. Mais je pense que les gens le disent sans forcément réfléchir, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante, c'est que quand on dit les esclaves, déjà on enlève du tableau une personne. C'est-à-dire qu'il y a une action qui n'est pas là. La personne est là comme ça, elle est esclave, et il n'y a pas la réflexion de... Voilà, c'est comme quand on parle des femmes battues, on leur dit il faut partir, mais ce n'est pas des fantômes qui les tapent, c'est un mari qui est là qui leur donne des tapes. Voilà. Donc la même chose, quand on dit les esclaves comme ça, comme un corps commun constitué sans y réfléchir, on évacue de la question quelque chose. Ce sont des personnes qui existent, qui ont une histoire, et une fois qu'on a commencé à réhumaniser nos ancêtres, on rentre dans d'autres démarches à se poser des questions aussi sur nous-mêmes, c'est-à-dire nos héritages, comment on fait à manger, comment on élève nos enfants, notre culture, le tambourin. Il y a plein de choses comme ça où quand on tire des fils, on ne peut pas se dire par exemple que le créole c'est un français en quinconce. Non, il y a plein de mots créoles, il y a plein de mots africains dans le créole qu'on utilise tous les jours, on ne se pose pas de questions. Guimbo, ici c'est Guimbo, au Congo c'est toujours Guimbo. Voilà, bébélé, ça veut dire viande. Donc il y a plein de mots comme ça, on ne s'interroge pas. Mais si on commence à se dire, les gens qui étaient là avant, nos grands-oncles, nos grandes-tantes, nos grands-parents ont laissé des choses pour nous, on commence déjà à se dire, voilà, ce sont des Africains qui ont laissé quelque chose. Donc qu'on retrouve ce bout d'Afrique. Le fait de les rendre anonymes, on se coupe de ça, même si c'est sans y réfléchir, même si c'est sans y penser. Je trouve que la démarche est intéressante. Et demain, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse poser des questions, en discuter. Il y aura Madame Migerel, Hélène Migerel. Voilà, Hélène Migerel qui est docteur en sciences humaines, avec Gladys Democrite qui est avocate. On aura aussi Marie-Line Daomé et le CIPN qui sera là demain. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse en discuter et que les gens puissent poser des questions. On parle de réparation souvent. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de réparation, mais c'en est une que nous maîtrisons-nous. Il y en a d'autres qu'on a allé chercher chez d'autres, mais il y en a qu'on peut faire nous-mêmes. Et c'est une première étape. Première étape. Hein. Oui. La route sera longue. Donc, oui, c'est pas, mais on parle de loin. Okay. Il me semble que c'est important à la face du monde de réhabiliter. Parce qu'il ne faut pas que ce combat-là reste au niveau de la Guadeloupe ni de la Caraïbe. Il faut vraiment qu'au niveau des instances internationales, qu'il y ait une prise de conscience qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Est-ce qu'il y a une volonté d'arrêter ? On a l'impression effectivement qu'on essaie de maintenir les populations noires un peu dans une forme d'ignorance. Absolument, et puis de méconnaissance, parce que si tu dis descendant d'esclaves et si tu dis descendant d'Africains et descendant de la reine de ceci et descendant de la reine de cela, puisque nous avons eu quand même des rois, des dignitaires qui ont été réduits en esclavage, mais c'est vrai que ça change. Et la vision que tu as de toi change, la vision que le monde a de toi change également. Parce que tu te repositionnes par rapport à ton histoire et tu repositionnes ton ancêtre dans sa statue. Et dans ta propre lignée aussi. Voilà, et dans ta lignée. Et c'est vrai que nos enfants seront plus fiers de rentrer dans la lignée de nos ancêtres s'ils savent que ce ne sont pas des esclaves. Donc déjà, la réhabilitation à notre niveau, elle est primordiale, c'est déjà compliqué. Mais est-ce qu'on doit attendre finalement sur une reconnaissance des autres ?
Alors, Que les autres acceptent aussi... Lorsque je dis les autres, c'est surtout au niveau de l'international, parce qu'il y a des instances internationales, je prends l'exemple Oui, de l'UNESCO même- et tout ça. Il faut absolument qu'il y ait ce travail-là, parce que il faut déjà que nous le fassions. Plus il y aura de Guadeloupéens qui seront conscients, il y a les camarades martiniquais également qui sont dans cette démarche-là, la Guyane, plus il y aura des personnes, des afrodescendants, des Africains qui seront conscients. D'ailleurs, nous sommes allés au Bénin et nous avons défendu cette idée. Nous leur avons dit, nous n'arrivons pas en tant que descendants d'esclaves. Nous arrivons en tant qu'Africains déportés, réduits en esclavage. Et donc, plus il y aura des gens qui seront conscients de cette affaire-là, plus ça va s'entendre au niveau de l'international. Il faudra bien qu'à un moment donné, ils entendent. Mais il faut parce c'est pas que possible. les Guadeloupéens se saisissent déjà de la question. Ah oui, oui, Déjà. absolument. Et c'est un peu, donc c'est ça en fait Oui, vraiment c'est le ça. but de cette conférence débat de Voilà, demain. c'est vraiment que les gens puissent comprendre et réfléchir. Et c'est vrai que même si forcément dans mes communiqués, j'écris pas forcément à fraise, mais maintenant je fais l'effort à chaque fois, et même de réécrire et de corriger à chaque fois en disant Africains réduits en esclavage. Et pour le coup, on dit, il y a beaucoup de chemin, mais on a fait beaucoup de chemin. Il y a eu du chemin avant que Danny Bebel-Gisler aille à l'UNESCO et qu'on prenne ses travaux et qu'on dise ok, ça a de la valeur, qu'on continue. Ça s'est matérialisé par la route de l'esclave. Maintenant, c'est à nous de porter le reste du chemin. Voilà, il y a eu des choses en 10 ans, il y a eu des choses en 20 ans. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'on soit défaitiste non plus. Il faut aussi qu'on puisse imposer et qu'on réalise déjà nous-mêmes l'imbroglio que c'est. Voilà. Est-ce que au niveau des institutionnels, ils sont réceptifs sur ces questions? Je ne sais pas. Alors, je dois vous avouer que nous avons déjà interpellé le rectorat. Nous n'avons pas de réponse. On m'a dit que, bon, de toute façon, vous serez reçus. Bon, alors on attend. Hein. Nous avons déjà interpellé le conseil départemental. Nous avons eu des approches, des contacts. Nous avons un certain nombre d'associations qui sont d'accord, mais c'est vrai que nous sommes sera de longue haleine, travail puisque- de longue haleine. La seule chose, c'est de mettre le pied à l'étrier. Et nous jafouillons, nous japiers, nous jacquons le pied. Après, c'est de faire en sorte que, bon, qu'il y ait une prise de conscience vraiment de cette nécessité, de cette urgence. Mais en tout cas, c'est un travail Voilà. qui nous incombe. Et, dans tous les cas. d'ailleurs, juste pour dire, Judy parlait tout à l'heure, Judy a parlé de maître. Il n'a pas parlé d'esclavagiste. On parle toujours de maître. Même les conférences. C'est trop gentil. Ah non, Le maître est trop gentil. oui, oui, Par contre, eux, esclavagistes, oui, ça les passe. conférenciers, tout le monde, les historiens, ils ont qu'à parler les maîtres. Les Mais maîtres, nous, le on va parler colon. les esclaves, les esclaves, les esclaves. mais c'est voulu. Nous nous esclavagisons. Je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, c'est ça. Et vraiment, Et c'est comme ça que certainement, effectivement, s'enchaînent Voilà. Oui, On s'en c'est- fiche. nous-mêmes. Ah Mais oui. c'est vraiment la pardon. réflexion qu'on a voulu porter, Ah oui, c'est-à-dire on au-delà s'enchaîne. de l'espace, on se dit tous là qu'on est libre, qu'on n'a plus de chaîne ou pas ni pour chaîne ou pas ni pour machin, mais il y a encore des choses, qu'on le veuille ou non. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est vrai en plus. Sans y réfléchir, on dit juste que mais c'est vrai, ça Quand n'a ils pas ont de posé sens. l'interrogation, j'avoue Ça n'a que, pas de sens. Voilà. sincèrement, ça fait réfléchir. Ah oui, absolument. Non, mais il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est que le droit à ses origines, c'est quelque chose de fondamental. Absolument. C'est important dans une société que les gens sachent vraiment d'où ils sortent, quelle est véritablement leur origine. Parce qu'on nous a tellement fait comprendre, que, comme tu disais, nous apprendre que nos ancêtres étaient les Gaulois. Et puis, on se Mais si rend compte les que- Français ne savent pas que Mais- leurs ancêtres non plus n'étaient pas les Gaulois. Oui, mais même quand on nous regarde et quand on regarde un Gaulois, il y a une différence C'est qui sûr. est à vue d'œil. Donc, ça, oui. on a subi ça pendant trop longtemps. Absolument. Ouais, ils ont valorisé une partie de leurs ancêtres. Et effectivement, les Non, mais nôtres. ça va loin parce que le fait de se dire que le point de départ c'est la France, ça fait que même dans nos cultures, il n'y a pas cette réflexion et on manque de travaux, par exemple en musicologie, de comprendre comment les tambours se sont constitués dans l'ensemble de la Caraïbe. On manque de travaux sur les danses, on manque de travaux sur plein de choses. On pense que les choses sont arrivées comme ça, en un claquement de doigts. Parce que on pense qu'il y a une coupure et que comme s'il n'y a pas eu d'héritage, il y a eu des... Dans nos bouches, on a des mots caraïbes tous les jours. Ils vivent, ils ont laissé des choses. Dans nos recettes, dans nos cuisines, Exactement. tous les héritages vivent. Donc, mais il n'y a pas cette... Comme on est sur un point de départ qui est la France, donc on se dit, voilà, ben, il y a le quadrille, mais il y a d'autres choses dans le quadrille. Il y a d'autres choses dans toutes ces danses-là, il y a d'autres choses dans tous ces héritages-là qu'on a tous les jours. Et il reste encore du chemin, du travail scientifique à faire pour sortir d'une vision eurocentrée, ou alors c'est l'Europe qui est arrivée. Ce qu'on a là, c'est un espèce de résidu de l'Europe ou de culture européenne, pour bien dire que non, c'est surtout des cultures africaines, ce sont des cultures caribéennes, ce sont des cultures qui sont les nôtres, quoi. Et qu'il faut trouver ces origines-là. Donc le rendez-vous est donné demain. Ça va se passer où, à quelle heure? Demain, au Café Papier, à 19h. Voilà. Donc, il y a un lien sur lequel s'inscrire parce que
sur la page Facebook Héritage en créole et RITAJ Mémoire Vivante. C'est gratuit. Faudra juste consommer pour aider l'organisation. Voilà, simplement, mais c'est gratuit. Puis on vous attend à 19h. Voilà. Et inscrivez-vous parce que la salle n'est pas extensible, qu'on puisse nous gérer en face. Il faudra prévoir une série de conférences sur la question. Parce que la déconstruction, nous on y travaille par exemple avec M. Omotunde depuis 2 ans, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Oui, ça prend toujours du temps. Mais en 2 ans, je sais que vous avez fait du chemin. Oui, on a fait beaucoup de chemin. Déjà, on déconstruit les idées préconçues autour de l'eurocentrisme, justement, et on réaxe plutôt sur tout vient d'Afrique. Voilà. Puisque c'est la vérité. Et comprendre qu'on n'est pas un peuple sans racines. Exactement. Voilà, clairement. Bon, on est le peuple, enfin, on est descendant justement du peuple qui a tout créé sur cette planète. Ouais. Et ça change tout. Clairement, on a de quoi être vraiment fiers de nos ancêtres. Change de paradigme. Merci beaucoup, mesdames. Donc, le rendez-vous est donné demain soir à partir de 19h au Café Papier pour assister à cette conférence débat sur esclaves enchaînés par nos mots. Arrêtons d'appeler nos ancêtres esclaves. Oh. Tonnet, Titi. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous allons maintenant parler de la situation du CHU de Pointe-à-Pitre. Ne pensez pas que parce qu'un nouveau CHU risque de sortir de terre en 2023 à Perrin que la situation a été résolue. Pour l'heure, les soignants sont toujours dans des situations très délicates. Et nous allons parler ce soir avec Véronique Courtois et Judy Dulac. Bonsoir. Bonsoir. On n'oublie pas Laurence qui est toujours avec nous. Oui. Alors, mesdames, comment ça se passe effectivement au CHU de Pointe-à-Pitre? Dernièrement, effectivement, on a interrogé Madame Valérie Denux, la directrice de l'ARS, qui disait qu'effectivement, c'était encore compliqué de travailler au CHU. Un peu compliqué. 2 ans après l'incendie du CHU, rien n'est fait. Madame Denux, lors du congrès des instances de juin 2018, le 6 juin 2018, avait annoncé une série de travaux et la création d'un pôle par enfant à Palais-Royal. Jusqu'à aujourd'hui, le pôle par enfant se trouve toujours à la polyclinique dans une situation très compliquée, d'où la grève de juillet du pôle par enfant. Les travaux ont commencé au mois d'octobre. Donc, durée des travaux prévue 18 mois. 18 mois, nous serons en 2000... Ils ont annoncé une livraison pour octobre 2020. Ils ont dit qu'ils ont eu une phase de réflexion d'analyse de 15 mois et là ils rentrent dans une phase de construction opérationnelle sur 10 mois. Oui, sauf que nous devions déjà être à Palais-Royal depuis octobre 2019. Oui. Et nous n'y sommes pas. Donc l'ARS a fait beaucoup de propagande. Rien n'est fait. Il faut que la population sache que 2 ans après l'incendie, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui a brûlé au niveau de l'étage technique. Il y a eu le départ du feu. Nous ne savons toujours pas les causes de l'incendie. Il n'y a pas d'enquête? Il y a une enquête qui est ouverte, apparemment. Depuis 2 ans, depuis 2 ans, mais statu quo, on ne sait rien du tout. On ne sait même pas pourquoi est-ce que le système, justement, de désenfumage des portes coupe-feu n'a pas réagi ce jour-là. 2 ans après, on n'est toujours pas capable de nous dire qu'est-ce qui a dysfonctionné au niveau du système incendie qui fait qu'on a dû évacuer tout un hôpital. Après, le CHSCT s'est réuni à de nombreuses reprises, a demandé des explications. Une série de travaux actuellement se font au CHU. Sans l'avis du CHSCT, on parle quand même de travaux de désamiantage. Et en site occupé, où il y a des malades. Et jusqu'à maintenant, des collègues de la radio tombent malades parce qu'il y a des émanations d'odeurs que personne ne peut expliquer. Donc les collègues de la radio qui sont retournés au travail puisqu'ils avaient exercé un droit de retrait pendant... Quasiment 1 an. Quasiment 1 an, effectivement, puisqu'il y avait des émanations encore au niveau de leurs locaux. La situation a empiré. 2 ans après l'incendie, nous sommes dans la même situation que nous étions au 28 novembre 2017, c'est-à-dire où la situation sanitaire en Guadeloupe est devenue catastrophique. Il faut vraiment que Mme Buzyn respecte ses engagements. Elle était venue en décembre. Elle avait dit que ce n'est pas un problème d'argent. On se rappelle. Que l'État allait mettre tous les moyens nécessaires pour que le CHU puisse fonctionner de manière normale. Nous n'avons rien vu. On a effectivement vu un hôpital de campagne comme si nous étions dans un pays en guerre.
cet hôpital de campagne. Il reste un mois. Un mois et demi, 2 mois, ils sont repartis. Et depuis, la situation ne cesse de s'aggraver. Il faut que tout le monde sache que on ne prend pas les malades en charge correctement. En maternité, nous avions 78 lits. Actuellement, nous avons 24 lits. Est-ce que les femmes en Guadeloupe ont arrêté de faire des enfants? Entre 2017 et 2019, il faut qu'on nous dise. En pédiatrie, le nombre de lits aussi a diminué. Dans tous les services de l'hôpital, on a perdu énormément de lits. Ce qui fait qu'il y a une perte de chance énorme pour le patient. Beaucoup de patients partent en Martinique ou en métropole pour pouvoir se faire soigner sur des spécialités qu'on faisait sans souci en Guadeloupe. Donc, on augmente le déficit de la sécurité sociale. On n'a pas parlé des urgences. J'ai fait un petit tour du côté des urgences. Bon, les patients sont garés dans ça n'a pas changé. Donc, les patients restent toujours dans le couloir. Mais pourquoi? Parce que le local qui accueille l'actuelle urgence, c'était quand même un endroit où on ne faisait que des consultations. Donc, il faut dire que nous sommes CHU. Même s'il y a que des gens disent qu'ils vont aux eaux claires, qu'ils vont ailleurs, forcément, on passe par la case CHU parce que la situation de la personne peut se dégrader et revenir chez nous. Les urgences actuelles, c'est pas fait pour accueillir 150 passages jour. On accueille quand même 150 passages par jour. On accueille du tout venant, on accueille des gens qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de situation. Donc, ils viennent aux urgences pour se faire soigner. Mais avec moins de médecins qu'on avait en 2017, actuellement, il y a un effectif médical de 5 médecins. Donc, c'est énorme. Il y en avait plus d'une dizaine avant l'incendie? Il y en avait 15. Ensuite, nous sommes passés à 10, médecins, nous sommes à 5, et on leur demande de faire des gardes. C'est énorme, le déficit médical qu'il y a au CHU, c'est énorme, c'est juste pas possible. Il suffit de se faire hospitaliser pour le constater. Sincèrement, j'ai fait un petit tour, c'est clair, net et précis. Il n'est pas bon en 2019 d'être malade. Clairement. En Guadeloupe, il n'est pas bon d'être malade. Laurence, ton avis sur cette gestion de crise 2 ans après l'incendie? Mais c'est toujours, on parlait tout à l'heure de mépris, on parlait tout à l'heure de distanciation. C'est toujours la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on est quand eux, les soignants sont dans une gestion de l'humain, sont dans une gestion de la maladie, sont dans une gestion des personnes qui ont des difficultés, on est dans des comptes d'apothicaires, on est dans des grandes annonces qui ne se répercutent pas sur les comptes du CHU. Voilà, donc on a entendu qu'il y a 20 millions qui sont arrivés. Est-ce que tous les prestataires sont remboursés? Je ne suis pas persuadée que toutes les... Avec 43 millions de dettes? Non, non, mais même je ne suis pas persuadée qu'il y ait 20 millions moins, qu'on soit à 23 millions de dettes en moins au CHU. Voilà, pour autant, c'est des choses qui ont été annoncées et on sait que les petits calculs qu'ils font, c'est-à-dire que c'est 20 millions sur 24 mois. On est dans une situation d'urgence. Donc, véritablement, les vies humaines en Guadeloupe, pour qui elles comptent, quoi. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est que effectivement, la situation n'a pas changé. Et comme disait tout à l'heure Véronique, la situation empire. Je prendrai un exemple. Nous avons une église qui a brûlé en France. Vous avez vu comment les gens se sont mobilisés. Tous les riverains, les gens qui habitent autour de cette église, ont eu à poser le problème. Nous, ici, nous avons un hôpital qui a brûlé, qui n'a pas été décontaminé, parce que ça, c'est la demande express du collectif. L'une des toutes premières demandes, c'était la décontamination du site. Ça a été notre problème principal, la décontamination de cet hôpital le plus rapidement possible. Ensuite, non occupés. On a dispatché effectivement le personnel et toujours pas d'autre solution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des patients qui sont hospitalisés et qui continuent à respirer un air qui est vicié, qui est même dangereux. Alors, en plus du chlordécone et tous les autres problèmes que nous avons encore cette situation. Alors, qu'envisage-t-on de faire justement de cette population de personnes qui a été hospitalisée depuis 2 ans? Est-ce qu'on envisage d'assurer un suivi de ces personnes pour que dans les 5 années à venir, on sache quel est leur statut effectivement? Nous disons que la situation est très grave. La Guadeloupe est effectivement doit être considérée en situation de crise sanitaire grave. Parce que la chaîne de soins est interrompue, n'existe plus. Et je parle là, je parle aussi en direction des professionnels d'une manière générale de santé, à quel que soit leur échelon, leur niveau.
ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas confrontés à cette difficulté qui existe actuellement au CHU. Qu'il s'agisse des infirmiers en libéral, qu'il s'agisse des médecins de ville, forcément, il y a des répercussions. Donc, nous disons que la situation est grave. Et nous remercions quand même la population qui s'est déplacée à 2 reprises lors de nos 2 journées de mobilisation. Et c'est important pour nous, on va parler du colloque tout à l'heure, de la conférence, c'est important pour nous de rendre compte à cette population de l'état actuel, l'état sanitaire actuel. Mais nous disons que la situation est grave. Les gens n'ont pas le choix. Hein. Les gens n'ont pas le choix, ils vont au CHU, mais comment ressortent-ils? Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça le problème. Et nous disons que le moment est venu, là, nous pensons, au niveau du collectif, de poser véritablement le problème de c'est quoi la santé en Guadeloupe? Quel est le choix qu'on doit faire? Qui doit faire les choix? Est-ce qu'on doit les faire à notre place? Ou est-ce que nous, qui sommes sur place, qui connaissons nos besoins, nous n'avons pas le droit de nous exprimer pour dire ce qui est bon pour nous ou pas? Donc ça, c'est un problème, c'est une réalité chez nous. Non, mais là, vous arrivez en confrontation directe avec l'autorité de gestion qui est l'ARS. Ben, écoutez, nous sommes dans un... Nous n'arrêtons pas... Les professionnels, quand même, qui ont vécu cet incendie, sont toujours là, continuent à tirer la sonnette d'alarme. Et on ne les entend pas. Ça veut dire... Il y a des versions contradictoires. Ça veut dire on a eu des versions totalement de ce qui est exprimé, justement, par le personnel qui vit en permanence cette situation. Et puis, on prend une distance. Ceux qui disent ça, les responsables, ils sont à une grande distance de la réalité. Il faudrait peut-être qu'ils passent de temps en temps voir qu'est-ce qui se passe. C'est un problème. Nous sommes actuellement en Guadeloupe dans un état sanitaire grave qui nécessite que véritablement tous les professionnels de santé se mettent ensemble et travaillent sur qu'à nous voulons pour la Guadeloupe. On a eu une mobilisation de médecins il y a 1 ou 2 semaines de ça, qui ont tenté d'interpeller. Ça a été relayé. Ils ont suivi un petit peu la manifestation qui s'est passée en France. Mais le problème de la France, effectivement, les urgences sont en grève en France. Mais nous n'avons que 2 hôpitaux. Nous avons Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. En France, les gens ont un choix. Donc, ils ont la possibilité de bouger. Mais nous, nos patients d'ici, n'ont pas d'autre possibilité que d'aller là où ils ne peuvent pas bénéficier de soins véritablement corrects. Pour répondre à la question des 20 Oui, sur les 20 millions. Alors, est-ce qu'on est à 23 millions de dettes? Nous n'avons pas encore vu l'effet des 20 millions sur la pratique soignante au CHU. Le nouveau matériel, les médicaments? Toujours en manque de matériel, toujours en manque de médicaments, toujours en manque de tout. Un exemple tout bête, hein, ceux qui assurent la sécurité en bas de l'hôpital, apparemment, laissent tout le monde rentrer. Il n'y a plus de circulation qui est correctement assurée parce qu'ils n'ont pas été payés aussi. Ils font partie des 20 Ah, c'est pour ça. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet d'annonce de 20 millions. Si les 20 millions ont été donnés, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été donnés et pourquoi est-ce qu'ils ont été utilisés. Semble-t-il qu'il y a eu des cellules d'achat d'urgence qui ont été mises en place. Achat d'urgence depuis septembre, nous sommes en novembre, rien n'a encore arrivé. Je dis nous sommes en novembre, la semaine prochaine nous sommes au mois de décembre. Donc ça veut dire qu'on va terminer la FNE à flux tendu et la redémarrer à flux encore plus tendu. Donc, on n'a pas encore vu l'effet des 20 millions, en tout cas dans notre pratique en tant que soignant, au niveau de l'hôpital, on n'a pas encore vu l'effet des 20 millions. Et est-ce que vous êtes livré? Pénurie, donc pas de livraison, refus de livraison des prestataires? Nous sommes livrés au minima. C'est-à-dire que le prestataire livre, mais il ne livre pas la totalité de la commande, puisqu'il n'a pas été payé. C'est petit goutte par petit goutte. Voilà, c'est-à-dire que même si on lui donne une partie de sa facture, il va toujours continuer à livrer à minima, puisqu'il faut solder déjà ce qu'on lui doit pour beaucoup d'entre eux, même avant l'incendie. Parce qu'avant l'incendie, on semble oublier que le CHU avait déjà un déficit de 49 millions. Donc, le déficit de 49 millions avant l'incendie, c'est à augmenter avec l'incendie, parce qu'il y a une série de travaux qui ont été faits, qui n'étaient pas prévus, et voilà, il faut bien payer les travaux. Quand vous entendez ça, vous êtes rassuré? Non, moi je ne suis pas rassurée du tout, mais je pense beaucoup aux gens qui ne peuvent pas faire autrement. Je pense aux gens qui sont greffés, par exemple, qui ont une immunologie qui est très faible et qui ne peuvent pas faire différemment. C'est pas une grippe, on parle même pas d'accident, hein, parce qu'un accident encore on peut, voilà, mais il y a des gens comme ça qui ont des pathologies pour lesquelles aller à l'hôpital c'est plus un danger qu'une solution, mais qui sont obligés d'y aller.
malgré les saletés, malgré tout ça. Et je trouve que vraiment, mais c'est à nous aussi, en tant que citoyens, de se poser la question de ce système-là. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, on sait que ça ne fonctionne pas, qu'il y en ait d'autres avec des agendas qui ne sont pas forcément les nôtres, qui décident pour nous à notre place, en fait. Et qui prennent en place, qui mettent des budgets dans des choses qui ne sont pas forcément ce qui nous va ou ce qui devrait nous permettre de fonctionner. Donc, il y a une réflexion à porter pour nous-mêmes, sur nous-mêmes, et de ne pas forcément fustiger X ou Y. Il faut aussi qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est normal que ça soit au Conseil des ministres, que nos vies soient choisies, soient décidées par des gens qui ont montré bien plus d'une fois qu'ils n'avaient pas force, ils ne sentaient pas l'urgence comme nous la sentons. Qui prennent des mauvaises décisions, #chlordécone. Pour revenir à ce que tu disais, dès qu'on dit que ça ne va pas, l'ARS qui est la tutelle, ainsi que... S'empresse de dire, que on tout gère va la bien. situation. Mais moi, je dis au peuple guadeloupéen, l'ARS a dit ça, mais tout le monde, une fois dans sa vie, déjà passé au CHU après l'incendie. Il faut aussi que tout le monde fasse preuve de bon sens et de réflexion et se dire qu'il y a aussi beaucoup de mensonges. Quel est l'intérêt de soignants de faire grève pour demander une amélioration des soins en Guadeloupe? Il faut se dire que toutes les grèves qui ont eu lieu, c'est des grèves pour justement demander une amélioration de la qualité des soins. On ne parlait pas d'augmentation de salaire. D'augmentation de salaire. On parle d'humaniser le soin. Actuellement, au CHU, le soin est déshumanisé. On déshumanise le soin, mais complètement. Et beaucoup d'infirmières, de médecins disent, ils n'ont même plus l'impression de soigner. Ils font caillopé fait. On fait de l'à peu près parce que ce sont les moyens qu'on a à notre disposition, c'est de l'à peu près. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc vous organisez une petite conférence débat également Jeudi. Sur la question du CHU. Jeudi, ça va se passer à quelle heure? Où? Alors jeudi, comme par hasard, ça serait exactement le 27. 2 ans, exactement. 2 ans. Voilà, 2 ans jour pour jour de l'incendie à l'espace régional du Rézé. Nous accueillons la population de 18h à 19h où on va présenter les différents stands. Ouverture de la manifestation 19h par des présentations de films, de scénettes et débat de 20h à 21h30. Très bien. Donc le rendez-vous est donné pour savoir effectivement ce qui se passe au CHU de Pointe-à-Pitre. En ce moment, ce sera à l'espace régional du Rézé. À partir de 19h, ce sera ce jeudi. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des témoignages? Oui, il y aura des témoignages, mais il y aura surtout quelque chose de très important. Nous allons prendre avec la population guadeloupéenne ce qu'on appelle une résolution. Une résolution qu'on va écrire et qu'on va approuver tous ensemble. Cette résolution, ça peut être une instruction en justice justement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 28 novembre 2017. Pourquoi il y a eu cet incendie, la gestion de cet incendie et bien sûr par la suite la déclaration de la Guadeloupe en crise sanitaire exceptionnelle. Parce que depuis l'incendie du 18 novembre, on figure justement dans le fascicule de crise sanitaire exceptionnelle. Oui, mais sans que la crise sanitaire la soit photo du CHU en... Comment on dit ça encore c'est en couverture. C'est la photo de notre CHU en train de brûler. Et on ne nous déclare pas en situation sanitaire exceptionnelle. Parce que qui dit déclaration de cette crise sanitaire dit déblocage des fonds, mais aussi déblocage de moyens humains pour qu'on puisse prendre pleinement en charge notre population. Et vu qu'on a déjà mis 500 millions sur le nouveau CHU... Les 500 millions étaient déjà là. On ne peut pas laisser dire Oui, mais ça. la population on leur explique, effectivement, votre hôpital a brûlé, mais nous, on a une priorité qui est d'injecter 500 millions pour la construction du nouveau CHU. Il faudrait que la population sache que si l'État avait respecté ses engagements, nous serions déjà à Périn depuis 2012. Donc l'incendie de 2017 n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc ce sont des fonds qui avaient déjà été actés depuis 2008. Donc, c'est pas de la... pas à cause du fait de l'incendie, ça n'a rien à voir. Il y a des communiqués de presse faits par le ministère qui disent en 2008, les travaux commencent en 2008. Ah, ok. Non, mais nous... Je crois qu'ils ont posé une pierre à Périn en 2008-2010, il me semble, effectivement. Mais nous organisons cette conférence parce que nous voulons justement que le plus possible de Guadeloupéens viennent échanger avec nous et
un appel aussi aux professionnels de santé qui ne sont pas dans le secteur hospitalier, qui sont dans le secteur à domicile, dans le secteur privé, parce que c'est important qu'il y ait échange, confrontation d'idées pour que nous puissions sortir justement ces résolutions qui feront que les choses, il faudra sérieusement que la population prenne en charge ce problème-là et pour qu'on arrive à faire avancer les choses. Parce que si on avait tenu compte de la demande du collectif qui était dans un premier temps de décontaminer, beaucoup de gens auraient réintégré le CHU dans une atmosphère assainie et on ne serait pas dans cette situation. Donc, on a quand même dépensé de l'argent. Cet argent-là, payer les locations aux eaux claires, payer de l'autre côté, ça aurait suffi très largement à régler le problème de décontamination. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas, d'être venues sur ce plateau, nous exposer cette problématique qui est persistante, effectivement, au CHU de Pointe-à-Pitre et qui ne risque pas d'être résolue par des effets d'annonce. Merci aussi, Laurence, d'être venue sur ce plateau. On rappelle le rendez-vous, donc ce sera demain soir. Demain, à 19h, au Café Papier, donc à Jarry. C'est pas très compliqué à trouver. Mais pas évident. On a Oise, on a des GPS. Voilà, c'est ça. Il y a de toute façon, sur la page du Café Papier sur Facebook, vous aurez le lien pour y aller. Mais demain, 19h, et puis venez avec vos questions. Voilà. Idem pour ce jeudi, donc ce jeudi 28 novembre 2019, ce sera à 19h à l'espace régional du Rézé. Merci encore d'être venus. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme du Focus. Après la coupure pub, vous retrouverez Yves Boisset pour son émission Que les choses soient dites. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Oui, Catherine.